Sud Radio Midi, Arthur Delaborde. Et merci d'être à l'écoute de Sud Radio. Près de 20 000 personnes dans les rues d'une cinquantaine de villes de France hier. Mouvement presque spontané organisé le jour de la fête nationale pour dire non au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire. Il y a eu des tensions avec les forces de l'ordre qui ont souvent fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Alors les annonces d'Emmanuel Macron vont-ils amplifier la fracture sociale dans notre pays? On en parle avec notre invité Clémence. Oui, notre invité aujourd'hui est Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP et auteur de ce livre L'archipel français aux éditions Seuil. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Bonjour à vous Jérôme Fourquet. En réaction à ces rassemblements, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, aimerait, dit-il, qu'il y ait beaucoup plus de dictatures comme la France dans le monde. Je vous propose de l'écouter en préambule. Je le dis, il faut regarder effectivement les proportions. Il y a 3 millions de personnes presque qui se sont inscrites pour des rendez-vous. Après le message d'alerte et de pédagogie du président de la République lundi soir, ça montre qu'il y avait, dans ceux qui n'étaient pas vaccinés, une toute petite minorité, et je crois une encore plus petite minorité qui se livre à la violence, qui est anti-vaccin, qui ne croit pas au progrès, qui ne croit pas à la raison, qui ne croit pas au débat éclairé, et plus de gens qui simplement se posaient des questions, attendaient. Et le message sur la pandémie, sur le variant Delta, du président de la République a été, je crois, un électrochoc salutaire pour faire prendre conscience des risques sanitaires et pousser chacun à se faire vacciner. Voilà, un électrochoc salutaire. Jérôme Fourquet, vous qui êtes l'auteur, je le rappelle, de ce livre, L'archipel français, notamment, qui avait été un best-seller et qui avait reçu notamment le prix du livre politique en 2019. Et vous qui avez forgé ce concept qui s'impose désormais dans la sphère publique, ce concept d'habitants qui vivent quelque part sous le même drapeau, mais dans des îles différentes et distinctes. Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations d'hier et plus largement de ces annonces de l'exécutif de faire peser l'essentiel des restrictions sanitaires sur les non-vaccinés? Alors, je pense qu'il faut remettre ces manifestations spontanées d'hier un petit peu en perspective, un peu d'ailleurs comme l'a fait le membre du gouvernement dont vous avez Clément Beaune, dont vous avez passé les propos, c'est-à-dire que 20 000 personnes à l'échelle d'un pays, certes réunies dans un laps de temps court, puisque ces manifestations faisaient suite aux annonces du président lundi soir, mais 20 000 personnes, c'est quand même relativement peu, et ça nous rappelle un petit peu ce que nous avions vu à la rentrée de septembre 2020, quand il y avait une mobilisation balbutiante contre le port du masque obligatoire, avec se mêler à cela, ce qu'on a vu encore hier, un espèce de retour de flamme, mais assez timide, de la part des Gilets jaunes. Donc on a une frange du pays qui est contestataire. Cette frange, elle est très hétéroclite, puisque, comme on le disait, on croise dans ces manifestations des gens qui sont proches de ce qui reste des Gilets jaunes. Par exemple, Madame Jacqueline Moreau, qui était à l'initiative, une des initiatrices de ce mouvement-là, mais on a aussi une frange de la mouvance écolo, autour des propos, par exemple, de quelqu'un comme Madame Rivasi, et puis on a aussi toute une composante de droite souverainiste, avec des gens comme Philippe de Villiers, Florian Philippot, qui ont pris des positions très très virulentes contre ce qu'ils appellent une dictature sanitaire. Ajouter à cela certaines franges aussi peut-être de la France insoumise. Donc on est sur un conglomérat assez hétéroclite qui se fait entendre dans la rue, y compris à une date symbolique, le 14 juillet, sur des agendas différents, des motivations différentes. Certains contestent la dictature sanitaire, d'autres le manque de recul scientifique vis-à-vis de cette stratégie vaccinale. Mais tout ça est à mettre en parallèle avec les dizaines de millions de Français qui sont d'ores et déjà vaccinés et les 3 millions de personnes qui, en l'espace de 48 heures, ont pris des rendez-vous. Donc ces chiffres, ou ce rapport de force, si vous voulez, est corroboré par ailleurs par des enquêtes d'opinion qui montrent, les premières qui ont été faites après les annonces présidentielles, que entre 60 et 75% des Français, selon les mesures testées, adhéraient ou étaient favorables à ces mesures. Donc il y a un noyau qui est réfractaire, qui va peser entre 15, 20, 25% de la population, qui est hétéroclite. Et on voit que donc c'est une ligne
de fracture dans la société française, mais on n'est pas sur les prémices d'un affrontement de deux blocs de poids identiques. Il y a quand même la grande majorité de la population qui, de manière passive ou plus convaincue, se range aux arguments et aux injonctions gouvernementales. Alors, est-ce qu'il y a tout de même pas un risque, vous le dites, pour le moment, ces annonces d'Emmanuel Macron sont largement soutenues. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on va vraiment devoir appliquer l'extension notamment de ce pass sanitaire, eh bien que finalement, on s'approche plus d'une rupture d'une France à deux vitesses, avec deux blocs là qui seraient peut-être plus équitables, enfin en tout cas en termes de proportion, une vraie division de la France en deux. Ça, c'est exclu de votre point de vue? Alors, on verra s'il y a une division, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas deux blocs de taille identique. C'est-à-dire qu'on aura un noyau réfractaire qui en fonction de l'évolution de la vaccination, se réduit jour après jour. Et donc, plus ce public est restreint, plus il veut se faire entendre. Il sera peut-être dans une stratégie, entre guillemets, de dissidence, c'est-à-dire de plus fréquenter tel ou tel type d'établissement. On aura peut-être aussi des établissements ou des fêtes clandestines qui seront organisées. Mais on voit aussi que parallèlement à cela, le gouvernement a déjà corriger un petit peu le tir, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de créer un électrochoc stratégique qui a manifestement été payante, puisqu'encore une fois, 3 millions de personnes se sont inscrites en l'espace de quelques jours seulement. Et puis, une fois que cet électrochoc a été envoyé, maintenant, on va être dans l'adaptation des mesures. Par exemple, comment on fait respecter l'obligation du pass vaccinal ou sanitaire à l'entrée d'un restaurant ou d'un café qui risque d'être établissements qui risquent d'être très fréquentés cet été. Je pense que petit à petit, les choses vont se caler, donc ça va frotter dans différents endroits. Dans ce front du refus que j'ai détaillé un petit peu politiquement tout à l'heure, on peut y adjoindre aussi des personnes qui sont là plus pour des raisons professionnelles. Je pense notamment à certains professionnels de santé ou à un certain nombre de professions comme dans l'hôtellerie et la restauration qui voient d'un mauvais œil ces contraintes supplémentaires en disant que c'est un petit peu le coup de grâce qui leur serait donné après tous les efforts et les sacrifices qu'on leur a demandé de faire depuis des mois et des mois. Donc, ponctuellement, ça risque de frotter, de tanguer un petit peu, mais tout sera ensuite dans le degré, de fermeté qui sera donné pour l'application concrète des mesures. Pour parler clair, est-ce que M. Darmanin donnera des consignes de contrôle très zélées et très soutenues à ses troupes, ou est-ce que on jouera un petit peu sur le bon sens et une forme de bienveillance et de tolérance, et donc tout ça peut permettre un petit peu de faire retomber un petit peu la pression et la température, même si le gouvernement de toute façon devra faire avec un noyau dur de réfractaires qui sera irréductible. Le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'il soit le plus restreint possible et qu'il ait le moins de résonance possible avec l'ensemble de la population. Jérôme Fourquet, tout de même, il y a un risque de fracture réelle dans notre pays. Il faut rappeler quand même le contexte politique dans lequel ça intervient, cette abstention massive, notamment lors des élections régionales et départementales. Est-ce que c'est pas une stratégie quand même risquée de la part du gouvernement ? Moi, je pense que c'est un risque calculé. Pour l'instant, les premiers effets sont positifs du point de vue du gouvernement, puisqu'encore une fois, il y a eu 3 millions d'inscriptions pour des prises de rendez-vous pour des injections. Et tout va, encore une fois, se jouer sur la dureté avec laquelle on va appliquer ces consignes. Déjà, on y verra un peu plus clair dans le calendrier, qui, vous l'avez vu, a pas mal bougé depuis en 72 heures. Oui. Et on rappellera aussi, par exemple, que lors des 2e et 3e confinements, il y avait eu des contrôles de police, mais qui avaient été beaucoup moins sévères et beaucoup moins drastiques ou draconiens qu'ils ne l'avaient été au premier confinement. Donc là, c'est quelque part jouer sur, au départ, un petit peu l'inquiétude et la peur, et ensuite sur bien le civisme d'une majorité de nos concitoyens. Donc, de mon point de vue, je considère que c'est un risque relativement calculé,
on ajoute en plus que cette phase ou cette séquence se déroule en plein été. Et donc, en général, c'est pas l'été que les mouvements sociaux prennent de l'ampleur. Beaucoup de Français, on peut le comprendre, ont la tête à autre chose et aspirent à avoir des vacances qui ne soient pas gâchées. Et donc, comme on a quand même toute une partie de la population qui est déjà doublement vaccinée, plus une autre qui est en train de le faire, je pense que les risques de tension sont quand même, au moment où on se parle, relativement limités. Jérôme Fourquet, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Et vous tous qui nous écoutez, vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Arthur Delaborde et Jérôme Fourquet qui est toujours avec nous, directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise de l'IFOP et auteur de l'Archipel français aux éditions Seuil. Jérôme Fourquet, une question sur justement cet îlot réfractaire que vous décriviez pour le pass sanitaire. Est-ce qu'il n'est pas aussi représentatif d'une certaine crise de foi républicaine dont vous aviez déjà parlé pour évoquer l'abstention ? Alors, peut-être oui, en partie, en ce sens que on voit que ce qui unit les membres de cet îlot réfractaire, encore une fois, je parlais de gens qui vont d'une écologie radicale aux Gilets jaunes, en passant par des insoumis et des gens proches du Rassemblement national ou du parti de Florian Philippot, c'est une très forte défiance vis-à-vis de la parole publique et de la parole institutionnelle. Et donc là, on est bien dans une crise de foi, c'est-à-dire qu'on ne croit pas sur parole et par principe, on va s'opposer. Et donc ça, c'est très difficile à contrer avec un argument là-dessus qui revient très souvent en disant on n'a pas le recul nécessaire. Et qui nous dit que dans 10, 15, 20 ans, il n'y a pas des maladies qui vont se déclarer chez ceux qui auront été vaccinés. Et par construction, on ne peut pas rassurer ce public parce qu'on n'aura jamais le recul nécessaire. Donc il y a une illustration d'une forme de défiance vis-à-vis de la parole officielle, c'est-à-dire qu'elle vienne du gouvernement, qu'elle vienne de certaines autorités sanitaires en l'espèce. Tout ça est suspect pour une partie de cette population qui se manifeste et qui se fait entendre et qui est capable de s'organiser là aussi de manière informelle sans passer par des canaux traditionnels. Et vous voyez, c'était une grande nouveauté depuis les Gilets jaunes, ces manifestations spontanées, ces appels au rassemblement via les réseaux sociaux. Donc on a cette contestation un peu larvée qui s'égrène tout au long du quinquennat. Est-ce que cette crise, elle n'est pas aussi liée au comportement du gouvernement ? On a vu quand même qu'il y a eu beaucoup de contradictions. Alors, on n'est pas là pour donner des leçons, mais sur le masque, plus besoin de masque. Bien sûr. Oui. Bien sûr, toute la gestion de la crise avec les atermoiements, les valses hésitations, les revirements, ont amené de l'eau au moulin, si je puis dire, à cette frange de la population qui est structurellement défiante. Quand alors, même justement, Jérôme Fourquet, le président de la République avait suspendu le recours au vaccin AstraZeneca pendant quelques jours, en pleine période de vaccination, bien évidemment, ça avait semé le doute et ancré davantage cette frange de la population dans la suspicion. Jérôme Fourquet, on a aussi quand même à côté de cette frange de la population défiante, comme vous la qualifiez, structurellement défiante, on a tout de même des personnalités centristes. On a reçu ici même le sénateur Loïc Hervé, membre de la CNIL. Il y a également François-Xavier Bellamy chez les Républicains qui fait part aussi de son inquiétude. Il parle d'une remise en cause profonde et inédite de notre modèle de société. Est-ce que là aussi peut avoir une forme de jonction entre une partie de la population qui serait, donc, comme vous la décrivez, plus structurellement défiante et des gens qui ne sont pas, et loin d'être par nature opposés à tout discours étatique et tout discours des pouvoirs publics? Alors, vous avez raison, cette population qui est structurellement défiante, et puis comme autre foyer, un public qui est très attaché aux libertés individuelles et qui, lui, sera plus sur le discours qu'on indiquait tout à l'heure, qui est celui de la dictature sanitaire ou d'un renoncement ou d'un grignotage progressif
de nos droits individuels, avec la mise en place de toute une série de mesures et de procédures qui viendraient empiéter sur notre libre arbitre et sur sur nos libertés. Et donc ça, on peut entendre ces critiques qui viennent, vous avez raison, d'horizons qui sont différents de ceux que j'indiquais tout à l'heure. Donc, oui, d'ailleurs, parce que, y compris même, alors, 3 millions de personnes ont pris rendez-vous pour se faire vacciner depuis les annonces d'Emmanuel Macron. On imagine aussi qu'il y en a beaucoup qui sont opposés, hein, en tout cas, à ce projet de loi qui va arriver la semaine prochaine à l'Assemblée. Là aussi, il n'y a pas un bloc forcément vacciné contre non vacciné. Ceux qui prennent rendez-vous pour se faire vacciner ne sont pas forcément d'accord avec le dispositif de surveillance, ce dispositif de passe sanitaire. Alors oui, s'ils ont pris rendez-vous très récemment, c'est qu'ils traînaient un petit peu des pieds. Donc on peut penser que ce n'étaient pas les plus chauds partisans de la vaccination. C'est pour ça que j'indiquais tout à l'heure que on a une adhésion qui se fait soit de manière enthousiaste et convaincue, soit de manière plus résignée. Et on peut penser qu'une partie de ceux qui se font vacciner plus tardivement sont plutôt du côté des résignés. Mais ces résignés ne sont pas des opposants. Les opposants les plus déterminés sont ceux qu'on a vus se mobiliser hier et ceux qui vont se faire entendre dans les jours qui viennent. Donc il y a une espèce de continuum, si vous voulez, une gradation. Mais objectivement, on ne sent pas le pays en ébullition. Et encore une fois, tout ça se passe en période estivale. Hein, nous sommes au lendemain du 14 juillet. Oui, c'est peut-être d'ailleurs pas un hasard, non ? Alors, au niveau du calendrier du gouvernement. Du gouvernement, alors peut-être en partie. Je pense que sans être dans la confidence et dans le secret des dieux, je pense que cette accélération, cet électrochoc que le président de la République a voulu donner, a surtout été dicté par la remontée du nombre de contaminations induit par le développement ou la diffusion du fameux variant Delta. C'est plus ça. Et il se trouve que c'est pendant l'été. Et donc c'est aussi peut-être, le gouvernement s'en serait bien passé, je pense, peut-être ce rebond épidémique, mais à un moment où il est plus facile de prendre ce type de mesures avec, comme on le rappelait tout à l'heure, quand même, il faudra regarder de près comment c'est appliqué concrètement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un seuil de tolérance ou est-ce qu'on est sur une application au pied de la lettre avec des descentes de police à répétition dans les lieux de convivialité, ce qui là pour le coup pourrait tendre les choses. Si on joue sur un petit peu la peur du gendarme, mais le gendarme qui se montre pas trop, je pense qu'il n'y a pas les ferments d'une mobilisation, d'une contestation forte à l'heure où on se parle. En tout cas, c'est un sujet. Avec quand même, on rappelle, on voit nous dans nos enquêtes que la crainte du variant Delta demeure très prégnante dans la population. Et donc ça rejoint ce que vous indiquiez, c'est-à-dire que soit on est résigné, soit on est convaincu de la vaccination, mais si on est convaincu ou résigné, c'est aussi parce que en arrière-plan, il y a quand même l'inquiétude qui demeure face à cette potentielle contamination. Allez, on va au standard 0826 300 300. Julien nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Bonjour à vous, Julien. Exactement, mais c'est pareil. Écoutez, je voulais réagir à ce que j'entends. Moi, je ne sais pas si M. Fourquet est fier de voir que ce gouvernement est en train quasiment de mettre le couteau sous la gorge aux Français qui sont hésitants ou qui ne savent pas. Je ne sais pas si il n'a pas honte de voir la propagande qui est relayée sur les plateaux télé, qui est à peu près l'entre-soi, c'est-à-dire on entend quasiment tout le temps la même chose. Je précise d'abord... Jérôme Fourquet n'est pas membre du gouvernement, je vous le rappelle. Non, mais écoutez, on va être clair. Ni d'En Marche. Ni d'En Marche, mais de la pensée unique, il faut être clair. Moi, je précise, je ne suis pas gilet jaune, je gagne bien ma vie, je ne fais pas partie des gens qui pourraient être en colère pour des raisons légitimes. Et je pense que M. Fourquet n'a pas vu ce qui s'est passé hier. Moi, j'ai vu, grâce notamment à RT France, qui est un des rares médias qui fait le job dans ce pays, je n'ai pas vu sur les principales chaînes de télévision françaises montrer les manifestations énormes à Avignon, à Marseille, à Lyon, à Paris,
moi, je suis allé pour me rendre compte exactement de la situation, mais c'était pas du tout ce qu'on disait sur BFM TV ou sur les chaînes qui font de la propagande matin, midi et soir. Vous avez manifesté, vous, Julien? Moi, j'ai manifesté. Je vais vous dire, je suis quelqu'un de très tranquille, très pacifiste, contrairement à l'image qu'on veut donner, parce que là, ça va être utilisé en disant les gilets jaunes, ces imbéciles qui ne connaissent rien, qui sont incultes, ou alors les black blocs, hein, ça va être manipulé, on le sait. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on voit que M. Macron pèse 3,5% des inscrits régionales, eh bien, dans une démocratie digne de ce nom, il devrait faire profil bas ou démissionner. Parce qu'il n'est pas du tout adoubé par les Français, contrairement à ce qu'il veut faire croire. Moi, je vais vous dire, je suis pour la liberté vaccinale. Je ne suis pas contre le vaccin, mais qu'on laisse le choix de tous les vaccins, y compris le vaccin chinois, qui est un excellent vaccin, y compris le vaccin russe. Laissons le choix aux Français. On a une palette de solutions, y compris les traitements dont on sait aujourd'hui que certains fonctionnent. Voilà, la Food Drug Administration nous a montré qu'il y avait des problèmes, notamment avec le Johnson sur des Guillain-Barré, et la liste est longue. Il y a un moment donné... Et Julien, vous sentez vraiment un climat de France quelque part irréconciliable avec deux France d'un côté opposées? Vous avez raison, vous l'avez dit, vous avez tout à fait bien soulevé le problème, mais bien sûr qu'il y a une défiance, elle est immense la colère. Moi je vais vous dire, je suis quelqu'un de pacifiste, mais j'en appelle à ce qu'il y ait 3 millions de Français dans la rue pour arrêter cette tyrannie, parce que c'est un coup d'État sanitaire, je le dis et je le redis, et je fais, vous savez, je vais vous dire, j'habite les beaux quartiers, donc je ne suis pas à plaindre, mais je vois les gens, même dans les quartiers favorisés, qui en ont marre, qui en ont ras-le-bol, et je vais vous dire une chose, je pense que ce quinquennat, ça finira très mal. Ça finira extrêmement mal parce que M. Macron agit de manière tyrannique et c'est un homme dangereux. Je pense que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous vous rendez compte, aucun pays dans le monde ne nous imite. Alors si M. Macron, son modèle, c'est le Tadjikistan qui impose à toute la population la vaccination, ou l'Arabie Saoudite qui l'impose à tous les travailleurs de plus de 12 ans, eh bien très bien. Mais ça, je ne l'entends pas beaucoup sur les plateaux. Alors la défiance, vous vous étonnez de la défiance, M. Fourquet, mais quand vous voyez un gouvernement de Pinocchio qui nous disait il y a encore quelques temps, je ne rendrai jamais la vaccination obligatoire, je ne rendrai jamais de passe sanitaire, ils le disent eux-mêmes, mais comment voulez-vous que les Français aient confiance dans ces menteurs? Monsieur Véran a le culot de nous dire que la phase d'expérimentation n'est pas terminée, mais quel mensonge! Je rappelle, et là vous êtes tous sur les plateaux télé, vous serez tenus pour responsables, vous êtes dans un coup de poker énorme. L'AMM, c'est une autorisation conditionnelle. C'est-à-dire que si demain il y a un problème, ils seront retirés du marché. Il faut arrêter de raconter des bêtises. C'est pas parce que vous dites 100 fois la même chose sur les plateaux que c'est une vérité. Alors arrêtez, s'il vous plaît. Moi, j'ai des chirurgiens, j'ai des médecins dans ma famille. Ils en ont ras-le-bol d'entendre des mensonges de médecins de plateau télé qui n'y connaissent rien. Alors, Julien, on a compris votre ras-le-bol. On voudrait quand même entendre la réponse de Jérôme Fourquet, puisque le temps passe vite. Jérôme Fourquet, là, cette prise de parole de Julien, quand même, elle montre quand même qu'il y a des blocs, ou en tout cas, on en revient à ce concept d'archipel que vous avez forgé vous-même. Oui, alors on a une partie de la population qui est très critique, on l'entend, vis-à-vis du gouvernement. On entend aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, que dans cette longue crise sanitaire, les changements de pied du gouvernement ont pu alimenter cette suspicion, cette défiance à son égard. Et que ce que je disais tout à l'heure aussi sur le fait que depuis la crise des Gilets jaunes, nous ayons eu quasiment en permanence des manifestations de rue plus ou moins fournies, montre que les braises ne sont pas éteintes partout et que le gouvernement est face à une partie de sa population qui est très remontée contre lui. Maintenant, sur la question précise du vaccin, avant même l'intervention présidentielle, on avait une majorité de Français de plus de 18 ans qui étaient, courte majorité, qui étaient déjà vaccinés, et on a eu ce rebond, alors en partie contraint, parce que si on ne veut pas se faire gâcher les vacances, il va falloir qu'on se fasse vacciner, mais on est dans cette épure-là. Mais j'ai essayé de remettre les choses en perspective en termes de poids relatif des différents groupes en présence. Et je ne nie pas la contestation, la colère et qui existe dans une partie de la population, bien évidemment. Peut-être très rapidement pour conclure, cette colère-là, elle est, on l'imagine, très compliquée quand même à quantifier, même avec des indicateurs statistiques. Oui et non, c'est-à-dire qu'on peut poser tout type de questions dans nos sondages et on mesure
on mesure l'adhésion, la défiance, les doutes, parce qu'il y a beaucoup de doutes aussi Oui. dans la population. Ça, on arrive à le mesurer. Et après, ce qui est plus difficile à quantifier, c'est la proportion de personnes qui sont prêtes à aller, si je puis dire, au bout de leurs convictions, c'est-à-dire à descendre dans la Oui. rue, à se mobiliser. Merci infiniment, Jérôme Fourquet, d'avoir été Merci avec à vous. nous. Je rappelle Merci le à titre vous. de votre livre, L'archipel français aux éditions Seuil. Et puis, dans quelques instants, on va se retrouver pour commenter le deuxième volet de l'allocution d'Emmanuel Macron. Le Macron candidat en 2022, qui nous parle d'un programme chômage, d'un programme des retraites, des réformes des retraites avec Jean-Baptiste Giraud. À tout de suite. Sud Radio Midi, Arthur Delaborde. Et nous parlions de l'allocution du président de la République lundi soir. Et lors de son allocution, il a pris une deuxième casquette à la fin de son allocution, une casquette plus candidat 2022, où il a évoqué un programme de réforme du chômage et des retraites. On en parle tout de suite avec Jean-Baptiste Giraud, journaliste économique, entrepreneur, fondateur du site d'information Économie Matin. Bonjour Jean-Baptiste Giraud. Bonjour à tous les deux. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet avec vous, on voudrait tout de même réécouter le chef de l'État à proprement parler sur cet agenda social qu'il nous a annoncé. J'ai demandé au gouvernement, dès cette rentrée, de lancer un plan massif de formation et de requalification des chômeurs de longue durée. C'est pour cela que la réforme de l'assurance chômage sera pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre. Autour d'une volonté simple. En France, on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi, ce qui n'est actuellement pas toujours le cas. C'est pour cela aussi que nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. J'ai toujours tenu un langage de vérité. Oui, notre système est injuste. Avec 42 régimes différents, il entretient des inégalités majeures et il faudra aller vers plus de simplicité pour plus de justice. Et donc les régimes spéciaux devront être supprimés pour les nouveaux employés dans ces secteurs. Alors Jean-Baptiste Giraud, le chef de l'État donc très ferme sur la question de la crise sanitaire, un peu plus flexible sur l'agenda social, notamment en ce qui concerne cette réforme des retraites, même si en revanche il maintient le calendrier sur la réforme de l'assurance chômage. Comment vous interprétez cette stratégie qu'il nous a dévoilée ? Alors déjà, je trouve très curieux de mélanger la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Oui. J'ai envie de vous dire, ce sont des sujets qui ont rien à voir et tout à voir ensemble. Mais les lier et les mélanger dans la tambouille vaccination, situation sanitaire, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, c'est pas très cohérent. Si on avait voulu brouiller le message et le rendre totalement illisible et empêcher les Français d'y comprendre quoi que ce soit sur la stratégie du gouvernement à ce sujet, on n'aurait pas fait différemment. Dans un premier temps, le chef de l'État nous dit « Ah, le système de chômage tel qu'il est conçu est injuste, inégalitaire et il est le plus généreux de tous. » Et il dit en gros, ça pousse certains à ne pas travailler parce qu'ils sont mieux indemnisés à la maison que salariés rémunérés en allant travailler. C'est une réalité, mais quel est le lien vraiment direct, objectif, rationnel en dehors de la perception de cotisation avec le système de retraite? Donc d'abord, première réaction, je vous dirais, pourquoi avoir tout mélangé si ce n'est pour limite noyer le poisson? Et finalement, on ne comprend pas bien non plus l'agenda de cette réforme des retraites. Il nous dit que ce n'est pas la priorité, que ça sera la priorité une fois la crise sanitaire passée. Il y a un flou quand même là-dessus. Alors, mais c'est pas moi qui vais vous donner la réponse, c'est pas moi qui vais vous dire quand ils vont la réformer. Enfin, ou plutôt, si, c'est moi qui vais vous le dire. On est au mois de juillet. Dans 11 mois, il y aura une élection présidentielle. Non, dans 11 mois, dans 10 mois, il y aura une élection présidentielle. Même un petit peu moins, puisque les dates définitives sont tombées. C'est avril. En réalité, on est en campagne en septembre. Je veux bien qu'Emmanuel Macron soit courageux, audacieux et même casse-cou, mais sauf à ne pas vouloir se représenter, lancer ou mettre en place la réforme des retraites dans les 6 mois à venir, ça me paraît totalement impossible. D'autant plus impossible que le système était planté il y a déjà 2, 3, 4, 5 ans quand il arrive aux affaires. Et alors là, le système, il n'est plus planté. Il est complètement ratatiné, cuit, cramé, carbonisé, mort. Il est plié, le système de retraite. Je suis désolé de le dire aux auditeurs, dont certains
en bénéficient et dont certains sont à la porte et d'autres comme moi, pas encore quinquagénaires, eh bien se disent est-ce que j'aurai une retraite? Je suis désolé de vous dire que quand on a bientôt 50 ans ou quand on est dans les 50-55 ans, a priori, on n'aura pas du tout le système de retraite que ceux qui sont aujourd'hui ou ceux qui vont entrer demain auront et pourront bénéficier. Et ceux qui sont aujourd'hui à la retraite ou qui seront à la retraite dans quelques mois ou d'un ou 2 ans, eux-mêmes, normalement, logiquement, devraient être mis à contribution d'une manière ou d'une autre pour sauver ce qui peut être sauvé du système. Et comment on met à contribution des gens qui y sont et des gens qui y sont pas, en leur disant vous aurez moins en payant en temps, voire même en payant plus. C'est aussi simple que ça. Et pour ceux qui ne payent pas, c'est-à-dire pour ceux qui ne cotisent pas, eh ben, logiquement, vous prenez les chiffres, vous avez beau les mettre dans une feuille Excel, les faire tourner, quand il y a 1,7 cotisant pour un bénéficiaire, eh bien, techniquement, ça ne passe pas et on va devoir faire un rabotage des pensions de retraite. Pas ceux qui touchent 850 €, pas ceux qui touchent même 1 000 €, qui est le minimum acceptable fixé par le chef de l'État. En revanche, quand vous touchez une retraite de, allez, je ne veux pas fixer de seuil, mais 3 000, 3 500, 4 000, 4 500 €, que certains demain envisagent de vous dire il va falloir renoncer à une partie de votre retraite, je pense que ça va arriver. Et Jean-Baptiste Giraud, peut-être sur l'angle plus strictement politique, est-ce que vous avez entendu un Emmanuel Macron déjà candidat à sa réélection? Oui, pour le coup, je serais un bien piètre commentateur politique et journaliste politique de vous dire oui ou de vous dire non. Il se trouve que je ne suis que journaliste économique, mais aussi citoyen. Le citoyen a bien vu qu'Emmanuel Macron était en campagne déjà depuis plusieurs mois. Il était en campagne pendant les élections régionales et n'était pas en campagne pour les régionales. On a vu le score catastrophique de l'REM. Il était en campagne pour sa pomme. Maintenant, est-ce que c'est une bonne méthode de dire le système de chômage, mais machin, etc., la retraite, et puis la situation sanitaire, c'est pas le moment? Je suis pas totalement sûr qu'en noyant le poisson, en cachant la réalité des problèmes aux Français, on obtienne un résultat durable et satisfaisant. Alors pour en revenir à votre spécialité, l'économie, on a la Banque de France ce matin qui nous explique en tout cas que la généralisation du pass sanitaire ne devrait pas menacer la croissance malgré les inquiétudes, on le sait, des commerçants, des restaurateurs qui craignent, et tous les professionnels concernés par l'application de ce pass sanitaire qui craignent évidemment une moindre fréquentation. Vous êtes d'accord avec ce constat de la Banque de France ? Alors, pour ceux qui nous suivent en vidéo, je vous dirais bien, poussez-vous un tout petit peu pour qu'on voit mieux le slogan de Sud Radio. Il y a marqué « Parlons vrai » derrière vous. Je vais parler vrai. C'est du n'importe quoi. Parce que les commerçants le constatent déjà depuis plusieurs semaines. Ils sont à 80-85% pour les plus chanceux. Il y a ceux qui sont à 50%. Je parle bien de leur chiffre d'affaires moyen du mois de juillet 2019, qui est la dernière année de référence opposable. Lorsque vous avez fait un chiffre d'affaires de 10 000 €, je prends un chiffre virtuel, 10 000 € en juin 2019, puis un chiffre d'affaires de, allez, disons qu'il progresse un peu parce que vous êtes dans une activité touristique de 12 000 € en juillet 2019, mais aujourd'hui, si vous êtes à 8 000 € ou à 9 000 €, vous êtes content. Il y en a qui sont à 5 000 ou à 4 000 €. Donc, bien sûr que le pass sanitaire va peut-être décourager encore quelques pouillèmes de pourcents de clients d'aller au restaurant, d'aller acheter des fringues ou autres, mais le problème, ce n'est pas ce que le pass sanitaire provoque, c'est ce que 2 ans ou 1 an et demi de crise sanitaire a eu comme impact sur le porte-monnaie des Français et sur leur pouvoir d'achat, et eu comme impact sur leur mental et leur habitudes de consommation. Je prends un exemple tout simple. Je suis retourné voir, film que je vous recommande, je suis retourné au cinéma pour la première fois depuis des lustres. Ma femme m'a dit, ça fait 1 an et demi qu'on n'est pas allé au cinéma et on a eu la chance d'aller voir un film extraordinaire, Un espion ordinaire. C'était il y a 2 semaines. Je n'ai pas pour autant rattrapé le retard de ma consommation de cinéma en allant tous les 5 jours au cinéma. Et les Français non plus. Vous l'entendez, les exploitants de salles de cinéma disent « Ah non, mais c'est désert, les gens ne viennent plus au cinéma. » Oui,
ils ont un abonnement à Netflix, ils ont Amazon Prime Video, ils ont peut-être acheté un vidéoprojecteur à 150 € et pas un mur en blanc chez eux, ou acheté un écran, et ils se sont dit, finalement, on n'est pas si mal. Ils sont passés aux courses en ligne aussi, ils sont passés passés aux courses en ligne. Oui. Et tout ça, ça a une réalité. Les changements d'habitude de consommation, ou le vêtement jetable, le vêtement durable. Tiens, regardez, ça, mon épouse l'a acheté, c'est un beau polo, elle l'a acheté sur Vinted. C'est une marque, vous la voyez pas, elle l'a payé 10 €. Ces derniers temps, avec l'habitude de la consommation en ligne, on a 6 enfants, tous les gamins, ils ont des beaux polos, mais qu'on a payé plus de 15 €. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Giraud. On n'a plus de temps, mais c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce décryptage. Jean-Baptiste Giraud, je rappelle, fondateur du site d'information Économie Matin. Et